Alors, qu'est-ce que c'est que le soignant augmenté? On travaille sur ce sujet du soignant augmenté déjà depuis des années. Vous savez que l'intelligence artificielle dans la santé, eh ben, elle est arrivée déjà il y a quelques années, notamment en radiologie. Et on s'est posé la question, comment augmenter la performance de nos équipes? Alors la performance sur la qualité et la sécurité des soins. Vous savez qu'il y a une grande étude qui a montré aux États-Unis dans les années 99 que environ 50 000 à 100 000 personnes décédaient d'erreurs médicales. Et comment on peut faire pour que nos organisations deviennent des organisations de haute fiabilité, au même titre que le nucléaire ou l'aviation? Eh bien, on a pensé à l'intelligence artificielle, on a pensé à cet outil qui allait faire que, en croisant les données, des signaux faibles deviennent des signaux forts et des signaux qui puissent être interprétés par l'homme, qui puissent être apportés dans une situation où on a une charge mentale très importante. Il faut savoir que dans une unité de soins, la nuit, vous n'avez qu'une infirmière et une aide-soignante pour 24 patients. Donc vous comprenez bien que l'erreur ou l'événement indésirable, il faut le gérer. Et que la charge mentale, en fait, il faut aider ces soignants qui ont une forte charge de travail à prendre en charge tous ces patients. Je ne vous cache pas qu'en plus, vu l'état de santé de la population, c'est-à-dire qu'en fait, notre population vieillit, elle se chronicise, les pathologies deviennent de plus en plus lourdes, donc à l'hôpital, on va avoir des patients de plus en plus lourds. Et donc, il va falloir assurer, augmenter cette sécurité des soins dans nos unités de soins dites conventionnelles. Donc, le soignant augmenté, c'est ça. C'est comment améliorer la performance de nos soignants, même dans un environnement qui est, vous voyez bien, ça change tout le temps, l'état de santé du patient à l'hôpital, et de pouvoir réagir de façon prédictive à l'état de dégradation du patient. Alors, vous avez posé effectivement un certain nombre d'enjeux et d'objectifs, on va y revenir. Oui. Tout à l'heure, ce matin, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Oui. De quelles données parle-t-on ici, en santé? De données médicales, j'imagine notamment, et comment est-ce que cette question des données, vous la rendez compatible avec les questions liées au secret médical? Alors, premièrement, le projet soignant augmenté, en fait, est nourri par des données de vie. Quand vous êtes à l'hôpital, on vous prend le pouls, la tension, la saturation, et puis d'autres données, qui sont des données de biologie, des données de radiologie, des données qui sont reportées par votre médecin quand il fait l'anamnèse. D'accord? Il vous interroge. Ça, c'est des données non structurées. L'anamnèse, c'est l'historique des pathologies. Exactement, en fait. Comme ça. Grâce au questionnaire, il va déterminer qui sont les facteurs de risque, vos antécédents. Tout ça va venir alimenter une base de données qu'on va rendre interopérable. Donc on va venir mettre sur cet entrepôt de données, un entrepôt de données qui est intelligent, qui va nettoyer la donnée, qui va la structurer, qui va lui permettre d'être dynamique. On va remettre de l'intelligence artificielle dessus et on va pouvoir aller chercher, croiser ces données pour dire ce patient-là, il est 20 heures, je prédis que dans 6 heures, son état va se dégrader. Grâce à la totalité des données qui ont été enregistrées. Parce qu'on a les signes prédictifs. Ces signes prédictifs, vous allez me dire, oui, si on est des bons médecins et des bonnes équipes, en fait, on les voit. Sauf que vous savez que l'erreur est humaine et qu'en cas de surcharge de travail, il y a des signaux qu'on ne voit pas passer. Et au même titre que le pilote d'avion, là, l'intelligence artificielle va pouvoir mettre à disposition une information auprès du soignant pour lui dire « Pour ce patient-là, vraisemblablement, je prédis quelque chose. » On est passé de l'analyse descriptive sur ce qui s'est passé à une analyse prédictive. C'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je prédis qui va se passer. Et puis l'enjeu de demain de l'IA, alors je sais que les médecins et le corps médical est très réfractaire à ça, c'est l'analyse prescriptive. Qu'est-ce que je dois faire? Donc on n'en est pas là, mais aujourd'hui, soignant augmenté, c'est analyse prédictive, et j'augmente la performance de mes équipes soignantes
pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, éviter au maximum ces événements indésirables graves, lutter contre l'erreur médicale. Concrètement, aujourd'hui, ça change quelque chose dans la pratique des équipes, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont obligées de collecter des données supplémentaires? Est-ce qu'elles sont obligées d'effectuer une sorte de manipulation pour enregistrer les données quelque part? Et comment l'information leur parvient-elle? Alors, assez simplement, en fait, quand vous êtes à l'hôpital de Châlons a choisi pendant Covid d'installer un petit moniteur derrière la tête de chaque patient. Pourquoi? Parce que ça permettait de surveiller le patient en ayant la porte fermée, parce que vous savez qu'on avait très très peur des transmissions entre patients et aux soignants. Donc aujourd'hui, sur l'établissement, vous avez environ 320 moniteurs dans chaque chambre. Donc on a amélioré en plus le sentiment de sécurité des patients. Ces données sont renvoyées sur une centrale et renvoyées sur un serveur. Et à partir de ce serveur-là, on renvoie sur un entrepôt de données qui collecte toutes les autres données. Ce qui veut dire que le soignant, il n'a pas grand-chose à faire à part son travail quotidien. D'accord? L'information est renvoyée. Et puis, on a doté toutes nos infirmières. Alors ça, c'est la phase de déploiement qui va arriver en mars-avril. On va doter nos infirmières, nos aides-soignantes, nos internes de petits dispositifs. C'est comme des smartphones, mais ils sont médicalisés. C'est un dispositif médical. Ils l'auront dans la poche. Et en fait, ce dispositif va leur envoyer l'information comme un compteur qui lui dira « Ce patient-là, il est en zone verte, tout va bien. Ce patient-là, il est en zone orange, moi je prédis qu'il est en train de se dégrader. Ou ce patient-là, il est en zone rouge et il est déjà dégradé. » Ce qui veut dire qu'au lieu de subir le patient, enfin, je mets des guillemets, au lieu de subir l'événement indésirable grave dans un service à 2 heures du matin, le patient est trouvé moribond dans son lit, bien, en fait, 6 heures plus tôt, à 20 heures, on sait que ce patient il va se dégrader, on a déjà prévenu les équipes médicales, on l'a déjà orienté, on l'a déjà pris en charge, et donc il ne finira pas en réanimation, mais son traitement sera réadapté. Donc il y a un bien pour le patient, parce qu'on est là pour les patients, moi je suis un soignant, on est là pour donner le meilleur soin aux patients, mais on est aussi là pour se dire, les moyens de l'hôpital vont être bien utilisés, et en fait on ne va pas avoir des patients qui vont rester en réanimation pendant de longues semaines. Très bien, merci pour toutes ces informations. Et concrètement, donc, quel est le coût aussi de mise en place de ce projet et où en êtes-vous actuellement? Alors, ce coût, en fait, il a été financé, on a déposé un dossier et c'est la Bourgogne-Franche-Comté, hein, c'est un projet régional qui nous a donné, grâce à des fonds FEDER, 1 million d'euros. 1 million d'euros sur 3 ans. On est accompagné par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a donné aussi du personnel pour pouvoir déployer cette solution. Elle va s'étaler en 3 phases. La première phase, c'est on fait à l'intérieur de l'hôpital, on améliore la qualité et la sécurité, donc la surveillance qui s'appelle du Low Level Monitoring. On va le faire après sur la totalité du groupement hospitalier de territoire, donc plusieurs établissements, où que vous soyez à Monceau, Autun, Chalon-sur-Saône, vous aurez exactement en fait la même surveillance. Et puis, dans un 3e temps, en fait, on va faire le lien avec la ville pour demain avoir cette même surveillance, mais à domicile. On appelle ça le home care. Pour vous donner un exemple tout simple, le patient insuffisant cardiaque qui est à domicile, on sait que avant d'avoir un épisode qui s'appelle l'OAP, l'œdème aigu du poumon, en fait, 3 jours avant que son état se dégrade, on sait qu'il va prendre du poids, qu'il va avoir une fréquence cardiaque qui va être augmentée, et il va avoir une saturation d'oxygène qui va diminuer. Ça, si on le sait 3 jours avant, on appelle ce patient, il dit « Monsieur, nous on a détecté qu'en fait, on doit réadapter votre traitement. Venez à l'hôpital. » Il vient à l'hôpital, on réadapte son traitement pendant 3-4 jours, 5 jours, et puis il retourne à domicile. Au lieu d'avoir quelqu'un qui arrive en OAP, donc dans un état de mal très important, très dégradé, aux urgences à 3 h du matin, parce qu'en fait en général ça arrive entre 3 h et 5 h, 3 h du matin, et qui va finir en réanimation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc il y a un intérêt pour le patient, il y a un intérêt pour les soignants, pour la qualité de vie au travail, et il y a un intérêt pour nous qui faisons société, parce qu'on va utiliser les moyens au bon endroit.
Et justement, quels sont les partenaires de l'hôpital sur ce projet? Alors, on a fait large, donc financé par l'ARS, financé par la Bourgogne, aidé par l'ARS. On a vu des partenaires, donc il y a des leaders sur le monitoring qui sont capables de faire de l'hôpital et puis du home care. C'est Massimo, c'est une société américaine. Voilà, on travaillait avec eux déjà depuis longtemps. La deuxième société, en fait, c'est une société qui travaille sur les EAI pour rendre toutes les données interopérables. Tout ça, il faut aller chercher la donnée, il faut la sécuriser, il faut surtout la neutraliser, il faut la rendre compatible avec tous nos autres systèmes, et puis disponible. Donc là, on travaille avec une filiale d'Orange qui s'appelle Enovacom. Voilà. C'est la deuxième couche. La troisième couche, en fait, étant donné que on a le bras armé informatique qui est à côté de chez nous, qui s'appelle le GRAD, c'est le bras armé de l'ARS, on va demander l'entrepôt de données au GRAD. Et puis la quatrième couche, c'est le moteur d'IA. On a fait confiance à une société qui s'appelle DataTJ, qui, quand on l'a débusqué, en fait, c'était une start-up qui travaillait beaucoup dans l'industrie et qui a trouvé dans notre environnement la possibilité de pouvoir se dire on va donner encore un autre sens à une autre valeur ajoutée à notre proposition. Donc on a travaillé avec eux sur des cas d'usage. Voilà. Et donc on l'a fait par essai. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui on est prêt. On est en construction parce que vous savez ce qui se passe, c'est qu'en fait quand on part sur un projet d'IA, on se dit ça va être fait très rapidement. On s'est rendu compte qu'on avait une structure, on gérait très mal la donnée à l'hôpital. Donc on a essayé de mettre une Ferrari sur un chemin de terre. Ça ne marche pas. Donc on essaye de refaire la route correctement. Et la Ferrari est presque prête. Et on espère que très bientôt on va pouvoir jouer avec. C'est absolument passionnant. Ça concerne tous les médecins, tous les patients, tous les services, toutes les pathologies, ou comme vous commencez par quel petit bout? Alors là, aujourd'hui, en fait, on commence par des petites itérations. Il y a une sous-commission médicale qui s'appelle la sous-commission innovation, avec des représentants médicaux qui ont choisi de débuter en fait sur 2 cas d'usage. Le premier, c'est en maladie infectieuse. Je crois qu'en fait, après l'épisode Covid, on s'est rendu compte que c'était très important et que ça répondait à leurs besoins. Il y a un deuxième cas d'usage, c'est en unité de médecine ambulatoire. Les patients qui ont eu des chimiothérapies, pour les surveiller un peu plus et pour leur donner de la mobilité, qu'ils soient surveillés tout en étant mobiles, parce que c'est très important. Et pour prédire en fait ces événements, on a commencé par ces 2 unités-là. Le but du projet, c'est la totalité de l'hôpital. Et c'est-à-dire que les médecins vont dire en prescription, ce patient-là, moi je pense qu'il faut le monitorer. Il faut le monitorer parce qu'il ne nécessite pas d'aller en réanimation, mais il nécessite d'avoir une surveillance améliorée. Aux États-Unis, parce qu'en fait on n'est pas les premiers, aux États-Unis ils ont été des précurseurs, ça a augmenté la satisfaction des patients parce que les patients se sentaient en sécurité. Et je crois que c'est aussi important ça. Aujourd'hui, on doit améliorer la satisfaction patient, la sécurité à l'intérieur de l'établissement. Et d'ailleurs, vous avez prévu de communiquer avec les patients sur ce sujet ou pas? Oui. C'est un sujet sur lequel vous êtes transparent aujourd'hui? C'est un sujet sur lequel on est totalement transparent, c'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà, on forme déjà nos équipes, les infirmières, les aides-soignantes, pour vraiment leur donner les mots, la communication, ne pas faire peur. Pour leur dire, voilà, ce système nous permet d'être appelés très rapidement et de prédire si vous allez vous dégrader ou pas. Donc de donner plutôt un sentiment de confiance, mais vous savez très bien que c'est le défaut de la santé, c'est-à-dire qu'on ne communique pas ou pas assez. Donc aujourd'hui, information, c'est le maître mot chez nous. Donc oui, il va y avoir de l'information. Ces données, en fait, on va aussi leur expliquer que ces données vont servir à alimenter une IA. Et ça, dès l'entrée, en fait, le patient ne va pas s'opposer au traitement de sa donnée. On va aussi les informer que les données seront dans un entrepôt de données qui sera souverain.
C'est-à-dire que nous, le RGPD nous impose d'avoir un hébergement des données de santé qui soit localisé en France et qui soit hébergeur des données de santé. Donc, et on va s'affranchir de toute prise par les GAFA de nos données pour alimenter une autre IA. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un DPO, un Data Protective Officer, qui est rattaché directement au directeur général, qui vérifie de la conformité de l'installation. Oui, parce que dans le milieu de la santé, tout est extrêmement sécurisé, formalisé, etc. J'imagine effectivement la tête du patient à qui on dit vous allez faire un examen à 4 heures, monsieur, venez vite. Ça peut être un peu déroutant. Alors, c'était pour la boutade. La vraie question qui est derrière, c'est comment réagir la communauté médicale. Je prends au moins un exemple. Vous évoquiez tout à l'heure le patient vert. Voilà, il est marqué vert, etc. Bon, tranquille. Malheureusement, il lui arrive un problème. Oui. La responsabilité peut-elle être reprochée à l'IA d'une manière ou d'une autre? Enfin, comment va être portée la notion de la responsabilité par rapport à ça? La responsabilité est toujours médicale. Soyons clairs, en fait. Et le législateur, en fait, il l'a écrit comme ça. Par contre, à partir du moment où on utilise une IA, un outil, depuis tout à l'heure, en fait, on parle d'IA, mais c'est un outil, et que cet outil va diriger le diagnostic ou diriger la prise en charge, on est obligé de le faire passer dans le circuit de la validation du dispositif médical. Autrement dit, marquage CE. Donc, cet algorithme, il sera mis sur banc, il sera testé, retesté, retesté pour avoir ce marquage CE. Et donc, il sera plan. Il n'évoluera plus. Et c'est donc un dispositif médical. Et au même titre que les dispositifs médicaux, à partir du moment où il y a un événement indésirable qui est lié à un dispositif médical, eh ben, il y aura forcément une déclaration auprès de l'ANSM. Et l'ANSM, en fait, informera la totalité des usagers de ce dispositif médical de la dangerosité de ce dispositif et demandera à l'industriel de modifier le dispositif. La loi est organisée comme ça. Donc avant de passer aux séances de questions, une dernière question qu'on a à vous poser. Quel est votre message à adresser aujourd'hui aux industriels qui sont dans la salle? Alors, moi je suis très content d'être ici. Je trouve... je vais vous partager une anecdote. En fait, il y a quelques mois, on était au Consumer Electronic Show à Las Vegas et on a rencontré la French Tech et on s'est dit, mais on a fait 10 000 km, en fait, pour rencontrer un réseau d'industriels qui avaient des technologies fantastiques. Ils avaient les technos et nous, on a les usages. Et en fait, les industriels ne viennent pas chez nous. Donc mon message, c'est pensez à nous. Venez nous voir, nous avons des usages. L'hôpital doit être un hôpital ouvert. Et potentiellement, on peut avoir une réflexion sur comment intégrer vos technos à l'intérieur de nos établissements. Peut-être même la développer avec vous, et c'est ce qu'on fait à Chalon-sur-Saône. On développe des technos avec des sociétés. Alors, on n'a pas d'argent, par contre, on a des idées. Et on est motivé pour ça. Donc venez nous voir. Et je suis très content de rencontrer ce réseau. On est juste à côté, hein, on est à 100 mètres. Donc voilà, il y a 2 pas à faire. Vous connaissez... alors j'excuse Stéphane Kirsch qui est le directeur des technologies de la santé qui malheureusement n'est pas là parce qu'en fait il suit des cours à Sciences Po et voilà, ça tombait sur un séminaire. Mais simplement pour vous dire, le directeur, Stéphane Kirsch, eh ben, il est tout oui pour vous recevoir et puis pour qu'on puisse construire ensemble. Parfait, merci. Avez-vous des questions pour Monsieur Benoît? Oui, allez-y. Prédiction, est-ce que ce n'est pas une prescription qui ne dit pas tout? Alors non, si on peut résumer, en fait, l'analyse descriptive, c'est qu'est-ce qui s'est passé. L'analyse prédictive, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et l'analyse prescriptive, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il n'y a que la couleur. C'est pour ça qu'il n'y a que la couleur. C'est pour ça que, premièrement, IA sans formation, ça ne vaut rien. Donc nous, dans le projet d'IA, il y a l'IA qu'on a acheté, qu'on a structuré,
Et puis il y a tout un axe qui a été financé par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui est formation. Et former tous les professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est vert? Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est orange? Quels sont les processus à mettre en place? Parce que sinon, c'est de la technologie. C'est comme je vous disais, en fait. Mettre une Ferrari dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas conduire, bah, en fait, ça sert à rien. Donc, bah, voilà. La petite couche supplémentaire, c'est formation. Et quand je dis formation, c'est pas un mot tronqué, hein, c'est pas que de la sémantique. On ne fait plus d'information, vous savez, l'information, c'est-à-dire on vient, on vous présente un outil, vous mangez un croissant, vous signez, puis en fait vous avez eu la formation. Non, c'est pas comme ça. Vous arrivez, on va faire un pré-test pour savoir quel est votre niveau de connaissance de cette technologie. On va vous donner le cours et on va vous faire un post-test. Si vous réussissez à avoir 80% des bonnes réponses, vous êtes habilité à l'usage de la technologie. Si vous n'avez pas 80% des bonnes réponses, vous repassez un cycle. On n'a rien inventé. Dans l'aviation, c'est comme ça. Et en fait, quand vous montez dans un avion, vous êtes sûr que le pilote, il a été formé à piloter le 777 dans lequel vous êtes monté. D'accord ? Bah, à l'hôpital, on veut exactement faire la même chose. C'est qu'on veut sécuriser l'utilisation du dispositif médical. Bonjour. Par rapport à la sécurisation de vos données, bases de données, oui. Donc maintenant, c'est une bonne chose de mettre vos données dans des serveurs hébergés en France. Ouais. Il y a eu le cas malheureusement à Strasbourg de OVH, ouais. parce qu'il a brûlé. Ouais. Le problème est des institutions publiques qui avaient choisi qu'un seul. Elles seront demandées. Ouais. Et c'est l'histoire de mettre au moins deux fois triple, bon, c'est un coût, ouais. c'est ce coût. Et l'autre donnée aussi, est-ce que dans vos process, je ne sais pas quel niveau ça se décide, ils envisagent le problème où le système plante, soit il est hacké, soit il est infecté, ouais. ou soit il est modifié. Parce que la pire des choses que quelqu'un m'avait expliqué, c'est quand quelqu'un il rentre chez vous pour regarder, oui. il fait rien. Et quand il attaque sans que vous voyez que vous êtes attaqué, exactement. En modifiant les informations qui entraînent des erreurs médicales. Et là, une surmortalité. Oui. C'est le souci d'être ouvert, en fait. C'est un souci. C'est un souci qui est très prégnant chez nous, dans les hôpitaux. Je ne suis pas le meilleur spécialiste pour vous parler de la sécurité informatique. Moi, je suis ingénieur clinique. Pour autant, aujourd'hui, en fait, à chaque fois qu'on fait rentrer un nouvel éditeur à l'intérieur de l'hôpital, il va passer beaucoup d'étapes, notamment l'étape du responsable de la sécurité du système d'information, le DPO, le Data Protective Officer, et puis après, on va faire une analyse de risque sur est-ce que cette donnée doit être redondée, est-ce qu'on doit être sur des serveurs qui sont de la haute disponibilité, actif-actif, actif-passif, voilà, pour savoir si en fait on peut assurer la continuité des soins. Donc tout ceci en fait est... On a beaucoup de retard. Il faut savoir qu'en fait, en France, si on regarde les budgets pour l'informatisation et le maintien de l'informatique dans nos hôpitaux, ben on est très très en deçà de ce qu'on devrait mettre. C'est-à-dire qu'on devrait mettre 3 à 5% du budget de l'hôpital rien que pour l'informatique. Aujourd'hui, on est très très loin de ça. Donc, si on fait un comparatif avec les Américains, ils sont au-delà de 6-8%, je crois. Et en Chine, par exemple ? Alors sur la protection des données en Chine, je ne sais pas. Là, j'ai pas de données, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, il faudra investir massivement pour qu'on puisse récupérer un niveau qui nous permette demain d'être très efficient. Et c'est aussi le plan Ségur 1, le Ségur 2, c'est aussi tous ces plans. Tous ces plans sont intéressants. Je pense que le gouvernement a bien compris. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut, dans un deuxième temps, pérenniser. Parce que vous savez très bien, dans vos entreprises, dans vos institutions, vous savez très bien qu'en fait, quand le financement n'est pas pérenne, bah, les coupes, derrière, on se dit, bah non, on n'a pas d'argent, donc en fait, on fait des coupes. Et on fait des coupes sur les choses qui ne se voient pas. Et bon voilà, on va couper en fait sur la sécurité informatique, on va couper sur si... Voilà. Merci. Oui. Oui, donc je voulais savoir si en complément pour, on va dire, améliorer la qualité du suivi ou l'efficacité du traitement sur un patient,
si vous disposiez, je sais que c'est un sujet controversé, des données de cartographie génétique des patients, est-ce que ça améliorerait significativement les résultats? Pour tout vous dire, en fait, si on avait la génétique du patient, son environnement, parce que vous savez bien qu'en fait, il y a la génétique, il y a tout ce qui est inné, puis tout ce qui est acquis. Hein, si on interfaçait leur frigo, si on interfaçait leur toilette, si on interfaçait... Non mais, en fait, aujourd'hui, ça semble un petit peu ubuesque, mais peut-être que demain, on aura des éléments qui nous permettront de rassurer en fait le patient, qui nous permettront d'améliorer son espérance de vie, et ils voudront donner en fait leur patrimoine génétique pour savoir s'ils n'ont pas dans leur patrimoine génétique quelque chose qui les rendrait plus... Enfin, on pourrait savoir s'ils ont une prédominance pour développer tel ou tel cancer. À mon sens, on est déjà dedans. Enfin, il y a tout le problème éthique. Donc, et ça, je vais laisser les grands spécialistes s'en charger. Moi, personnellement, en tout cas, je pense que c'est déjà un combat qui est perdu. C'est-à-dire qu'il va falloir... On ira. Parce qu'un an de vie gagné en bonne santé, 2 ans de vie gagnés en bonne santé, c'est juste... Enfin, ça n'a pas de coût, ça n'a pas de prix. Ça a un coût. Et la santé a un coût, hein, je tiens à vous le dire. J'avais vu une autre demande. Oui, monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure de monitorer le patient, Ouais. Poser des capteurs dans les champs. Ouais. En quoi ça consiste? Sachant qu'il y a des milliers de pathologies. Ouais. Alors, en fait, on reste sur des choses très, très simples. Hein. La technologie qu'on a choisie, c'était une technologie mobile. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie que le patient qui soit à l'intérieur de sa chambre soit attaché à son brassard à tension ou son capteur de saturation. Donc on voulait qu'il puisse aller aux toilettes, on voulait qu'il puisse aller dans le couloir. Donc on a trouvé un dispositif qui permet d'avoir une pression non invasive, donc la pression artérielle se prend, une saturation, c'est juste un tout petit capteur qu'on met au bout du doigt. On peut même aller jusqu'à le tracé électrocardiographique. À l'intérieur, il y a un accéléromètre, ce qui fait que, imaginons, vous êtes une personne âgée, vous faites une chute, au lieu que l'infirmière vous retrouve à 2h du matin parce que vous n'avez pas pu appuyer, en fait, l'infirmière sait que l'accéléromètre a détecté la chute, donc ils viennent directement. Ça fait la fréquence respiratoire. Vous savez qu'en fait, le premier élément en fait, de la dégradation du patient, c'est une diminution de la fréquence respiratoire à l'hôpital. Voilà, donc simplement avec un capteur qui permet d'avoir la saturation pulsée, je peux vous donner votre fréquence respiratoire. Donc tout c'est miniaturisé, c'est portable, et vous allez pouvoir vous balader. Et quand on fait la synthèse de tous ces signaux faibles, on arrive à avoir un signal fort déjà à la base, et c'est ce qui s'appelle le Early Warning Score. Ça, il y a eu beaucoup de publications. Et nous, on s'est dit, on va aller plus loin. On va prendre la radio, on va prendre la biologie, on va prendre le dossier médical. Demain, peut-être mon espace santé qui viendra alimenter. Voilà. Encore une question? Est-ce que vous avez des données sur le retour utilisateur un petit peu de tout ça, notamment sur la confiance et l'acceptation de ce genre de choses, notamment de la dépendance qu'on construit autour de l'IA petit à petit? Alors des données scientifiques sur... Les premiers tests peut-être que vous avez pu faire sur le déploiement. Alors on a fait un test, pour tout vous dire, l'année dernière. On s'est cassé les dents plusieurs fois en fait, je vais vous dire. Quand tout à l'heure on disait l'IA ça se prépare, nous on s'est cassé les dents 2-3 fois déjà. Donc on a fait un test l'année dernière, c'est un test sur l'acceptabilité du petit moniteur et pour les soignants de savoir en fait, de disposer cette information sur l'état de dégradation du patient. On a mal communiqué. On a très très mal communiqué. Les soignants ont pensé qu'en fait, on était en train de déployer des services de soins intensifs dans les soins conventionnels, sans pour autant adapter le nombre de personnel. Et donc là, fausse donne. Mal communiqué. Donc ça, c'est de notre fait, hein. Pas bien. Donc on apprend de ses erreurs. Ils ont quand même fait le test.
Et à la fin de l'expérimentation, qui a duré 3 semaines, et c'était dans le cadre de l'amélioration de ce petit dispositif, on a retiré le dispositif, on a renvoyé ça aux États-Unis, et les soignants sont venus et nous ont dit on pourrait avoir le dispositif, s'il vous plaît, parce qu'en fait, là, ça pourrait répondre à un besoin. C'est du doigt mouillé. Mais pour autant, on pense que si on améliore la communication, si les objectifs sont clairs, surveillance des patients qui ne nécessitent pas d'aller en réanimation, et pour améliorer la qualité des soins, de diminuer la charge mentale de nos soignants, on pense qu'il va y avoir une forte acceptabilité. Là où on est sûr, et ça, il y a de la donnée scientifique prouvée, c'est que les patients qui ont été monitorés dans des unités de soins conventionnelles, notamment dans des pays comme, surtout les pays anglo-saxons, il y a une augmentation de la satisfaction. Plutôt patient. Il y a une augmentation de la satisfaction. Parce qu'il y a un sentiment de sécurité qui est important. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications. Merci. Merci beaucoup.